Bonsoir à tous, moi c'est Yaya Konaté, étudiant à la maîtrise de recherche à l'Université de Québec à Chicoutimi. Ma présentation, c'est mon travail de fin de cycle de maîtrise en collaboration avec mon directeur de recherche. Et là, je suis en face de vous pour vous présenter la sémantique des parties du corps en malinké, une langue de mon pays dont je suis originaire. L'intérêt de ce... Bon, ça c'est d'abord le plan de ma présentation. Il y aura une introduction avec ses sous-éléments, une petite problématique quand même, les objectifs de la recherche, avec une esquisse de la méthodologie. Ensuite, on vous présentera les cas théoriques, puisqu'on en a deux. Puis, on va vous présenter les données parce que nous sommes encore en phase exploratoire. On est encore dans le début, mais on a essayé d'anticiper un peu sur certains points. Et par la suite, on vous présentera une conclusion. Là, j'avais comme envie de commencer par une question. En malinké, parce qu'en malinké, on a remarqué par exemple que l'unité qui servait à désigner la tête, par exemple, nous servait également à exprimer la possession. Donc, ici, on s'est interrogé sur cette question-là. Et puis aussi, on avait pour objectif de trouver le chemin cognitif parce que, comme l'objectif de cette présentation va le montrer, on ne fait pas que la nomenclature des parties du corps, mais on va essayer de faire une classification et une catégorisation, et puis essayer de trouver les schémas cognitifs qui nous permettent de passer, par exemple, de tête à possession, ou de dos à l'arrière. Et donc, il y a plusieurs chercheurs qui ont quand même écrit sur la problématique, comme Dengemans, lui, il a écrit sur le Yoruba, je pense bien. Et c'est un domaine qui est plutôt complexe et en même temps riche. Et en tant que locuteur de la langue, j'avais constaté comme que la langue n'était pas exploitée dans ce domaine-là. Et donc, on a décidé d'essayer de combler ce vide scientifique-là. Et donc là, comme je l'avais dit, l'objectif, ça sera d'explorer la structuration sémantique interne du corps en malinké. On ne va pas se limiter qu'à la nomenclature, mais on essaiera d'aller un peu plus en profondeur. C'est ce qui explique le fait qu'on ait mobilisé des cas théoriques. On a eu recours à plusieurs travaux qui ont été écrits sur la langue, mais aussi on a deux informateurs qui également seront interviewés et nous allons comme les enregistrer, transcrire les données et puis on va les analyser avec le logiciel Pratt parce que c'est une langue à ton et pour une analyse un peu plus pointue, concise, il faudrait qu'on ait quand même les tons. Donc, on va travailler avec le logiciel Pratt. Et sur les données de recherche déjà préexistantes, on a des données de Cressel, qui est au département un spécialiste en malinké aussi, et puis Youssou Diarasuba, 2024. En ce qui concerne le cas théorique, on en a deux. Donc, le premier cas théorique, ça concerne la sémantique cognitive, qui est une discipline issue de l'intelligence artificielle, de la linguistique et aussi de la psychologie cognitive. Et avec cette discipline-là, on va comme s'intéresser pour la plupart du temps à ce qu'on appelle la métaphore conceptuelle, développée par Lakoff et Mark Johnson, qui ont quand même fait une nuance entre la métaphore conceptuelle et puis la métaphore en littérature qu'on connaît là. Donc, ils vont dire par exemple que notre pensée, notre action et notre discours sont structurés par les métaphores conventionnelles au point qu'on ne s'en rend pas compte. Mais pour eux, le langage humain est essentiellement, ou fondamentalement, c'est le mot qu'ils ont utilisé, fondamentalement métaphorique. La métaphore conceptuelle, qu'est-ce que c'est? C'est juste un processus ou un outil théorique de la sémantique cognitive qui va permettre de comprendre un domaine abstrait à partir d'un domaine
physiques ou tangibles, comme je prends l'exemple de parties du corps. Dans la plupart des langues, comme en anglais, back, qui est le dos, on va utiliser cet élément abstrait là, qui est le domaine cible, pour pouvoir comprendre ou faire une correspondance avec un domaine plus abstrait pour désigner à l'arrière. Et on aura un autre outil théorique qui est la théorie du prototype, qui ici, Roche, qui est déjà le précurseur de cette théorie-là, et elle a été déportée en sémantique cognitive. Et ici, ils se sont bien évidemment inspirés de Wittgenstein dans son ouvrage de 1953, Philosophical Investigation. Mais ici, le prototype, ça sera plus graduel et probabiliste, mais ça ne sera pas des traits fixes, comme avec la condition nécessaire de suffisance. Si on posait la question de savoir quel est l'élément prototypique d'un oiseau, ça sera un et un seul critère. Il sera peut-être plus aile ou plus plume. Donc, dans le cas qu'on a un autre élément qui a cet élément plus plume là, on ne respecte plus cet élément de condition nécessaire et de suffisance. Donc, ici, ça sera plus probabiliste et graduel. Puis, le troisième et le dernier concept, ça sera la métonymie. La métonymie qui va nous permettre d'avoir accès à un élément à partir d'un autre élément. Par exemple, chez nous, en Malais, il y a des variantes où le terme pour désigner main est le même pour désigner le bras. Donc, ça sera le troisième concept. Et puis, récemment aussi, on a décidé de joindre à cette première théorie, la gamme fractale. Parce que, comme on l'a dit, on ne voulait pas rester à la surface. Parce que si j'ai un mot qui, en même temps, de désigner le dos qui est, le mot c'est une unité lexicale, et qui s'en vient à être grammaticalisé pour signifier à l'arrière, il y a comme un processus méta-opérationnel qui est survenu. Donc, nous, on va essayer d'expliquer aussi ce processus-là. Et ça sera par le prisme de la grammaire fractale, et qui va permettre de rendre compte de la transcatégorialité de ces éléments ou de ces morphèmes qui existent en synchronie. Et ça sera par le biais de ces deux concepts, la variation de portée et la variation des sens. Comme on l'a dit, c'est une étude qui est encore en exploration. On n'a pas encore fini totalement la collecte de données, mais on a comme un échantillon de ce qu'on a pu avoir en termes de données. Ici, si je vois bien, par exemple, comme on avait dit, le mot pour la tête, le mot pour tête, par exemple, en malinké va aussi, en plus de signifier la possession, ça va aussi être utilisé par moment pour signifier la sagesse. Donc, comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela? Donc, ça, c'est bien évidemment une extension sémantique qui pourrait s'expliquer. Mais pour le moment, on n'a pas encore la réponse à ces éléments-là. Et puis, les items qu'on avait ou qu'on avait retenu pour cette phase exploratoire, c'était, je pense, le do, comme en anglais également, le do qui a été grammaticalisé pour signifier à l'arrière. Et puis, ici aussi, le mot pour estomac, qui a été grammaticalisé et qui signifie à l'intérieur. Et puis, comme une troisième unité qui était à l'avant. À l'avant, c'était le mot pour les yeux. Ouais, pour les yeux. Donc, j'ai échangé avec mon ami, mon frère que je viens de raconter, qui dit que chez eux, par exemple, dans les langues, le mot qui a été grammaticalisé pour signifier à l'avant était plutôt le mot pour le front. Donc, en malaké, c'est les yeux. En Yoruba, par exemple, c'est le front. Donc,
il y a déjà une nuance ou une variation. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce passage de front à l'avant ou de yeux à l'avant? Bon, pour le moment, même si on n'a pas encore la question, mais ça fait partie des buts ou des objectifs de la recherche. Ici, par exemple, ça c'est pas issu de nos propres données, mais on envisage de soumettre notre informateur ou nos informateurs à cela, parce que selon si c'est le mot, par exemple, pour Hong Sony, avec comme des extensions sémantiques pour désigner une offrande, l'arrosage, le don et la soumission. Bon, malheureusement, il n'a pas donné d'exemple de données linguistiques qui illustrent cela. Mais nous, à notre tour, on va essayer de soumettre nos informateurs à nous donner des productions qui vont permettre de rendre compte de ces usages-là. Et par la suite, on va les passer à l'analyse. La grammaticalisation, ça, j'en avais déjà également parlé. Le ventre, les yeux et le dos. Bon, une conclusion aussi anticipée comme les résultats qu'on a en quelque sorte anticipé. Et donc, comme on l'avait dit, le but c'était d'explorer la structuration interne des parties du corps, essayer de trouver les schémas cognitifs qui permettent de passer à une partie du corps à un élément un peu plus abstrait comme la spatialité, mais aussi de pouvoir rendre compte de ce processus de grammaticalisation, parce que pour la plupart c'était des postpositions, donc on passe d'un morphème ou d'une unité lexicale à une unité grammaticale. Donc c'est la raison pour laquelle, comme on l'avait dit, qui nous a poussé à mobiliser une deuxième théorie qui la grammaire fractale de Stéphane Robert, qui est aussi spécialiste en linguistique et langue africaine. C'est la fin de la présentation. On vous remercie pour votre attention. Puis là, vous avez une liste de documents ou de références bibliographiques qui pourraient vous permettre d'aller en profondeur au cas où vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet, pourquoi pas sur la langue.